Ahí va. Juan Cosío. ¡No mames, Marta! ¡Marta! Le valió madre, güey. Mes très chers amis, comment ça va? Quatrième vidéo sur les planètes du système solaire et aujourd'hui on va parler de Mars, la planète rouge, la planète de tous les fantasmes, de tous les projets. Et après la Terre, la planète qu'on connaît le mieux dans le système solaire. C'est normal parce que c'est notre voisine, hein, du coup on la connaît bien, hein, je sais pas vous, moi on connaît toujours très bien nos voisines, hein, moi je connais bien ma voisine, j'aimerais bien mieux la connaître d'ailleurs. Évidemment Mars c'est la planète qui offre à l'homme les conditions de vie les plus proches de celles de la Terre, raison pour laquelle il n'est pas impossible que ce soit la première destination de l'humanité dans un futur proche. On a envoyé masse de sondes dessus, on l'a cartographié entièrement sous toutes les coutures, donc on sait bien comment elle est. Enfin bref, on va voir aujourd'hui, à base d'informations ultra sérieuses et d'exemples bien foireux, pourquoi est-ce que Mars c'est une très bonne candidate pour être le prochain endroit qu'on va aller foutre en l'air. Alors Mars, c'est la quatrième et dernière planète tellurique du système solaire. Si vous savez pas ce que ça veut dire tellurique, vous pouvez regarder mes anciens épisodes sur la Terre, Vénus et Mercure, j'en parle à chaque fois. Bon, un des premiers trucs qu'il faut savoir, c'est que Mars, c'est une planète qui est plus petite que la Terre. Voilà, quand on la regarde, quand on en parle, Mars, elle est plus petite. Elle est exactement 4 fois plus petite que la Terre et la gravité est 3 fois moins importante. Comprenez simplement que les objets, vous divisez leur poids par 3. Ne confondons pas, s'il vous plaît, comme ça ne m'est pas arrivé dans les épisodes précédents. Absolument pas. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Ne confondons pas le poids et la masse, hein, c'est pas la même chose. Le poids d'un objet correspond à l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire que le poids il peut être variable, il sera pas le même partout selon l'attraction de la planète. Tandis que la masse, elle, ne varie jamais. La masse, c'est la quantité de matière. Et vous avez la même quantité de matière sur Terre, sur Mars ou sur Pluton. Donc elle ne bouge pas. Et comme en général, quand on parle du poids de quelqu'un, finalement on se rend compte qu'on fait référence à la masse, c'est toujours comme ça qu'on se gourre parce qu'on confond tout le temps les deux. Ok ? D'accord. Mars tourne en 687 jours autour du Soleil, c'est-à-dire ça fait presque 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans pour nous, pour elle ça fait 1 an en 687 jours. Alors c'est une planète qui est bien évidemment très connue pour sa couleur rouge, hein. C'est dû à l'oxyde de fer à sa surface, c'est de la rouille en fait. Hein. Et c'est bien sûr de là que lui vient son nom, Mars, le dieu de la guerre. Bon, c'est vrai que chez moi Mars c'est plutôt le dieu des bons bourléobides, hein, quand on abuse un peu. Le rouge de la planète faisait penser à l'époque à du sang. C'est-à-dire que les Romains, quand ils regardaient la planète, ils se disaient attends, les rouges, il y a du sang partout, il doit y avoir des guerres absolument partout, les peuples doivent s'affronter. Et du coup, ils se sont dit, il y a la guerre, le dieu de la guerre, c'est Mars, allez, banco, on y va. Ouais, je sais, c'est con. Mars, c'est une planète qui est particulière parce que elle nous fait chier un peu en fait. C'est-à-dire que vu qu'elle nous ressemble, elle nous intéresse, et vu qu'elle est pas très loin de chez nous, c'est relativement facile d'envoyer des trucs dessus pour arriver à l'analyser. Et je peux vous dire qu'on en a envoyé quelques-unes, hein. Depuis les années 60, on en a envoyé plus de 50, c'est quasiment plus que sur toutes les autres planètes réunies. Et nous, quand on veut connaître une planète, on la harcèle, on en a plus rien à foutre. Mais peut-être qu'elle a pas envie qu'on s'intéresse à elle, Mars. Ça se trouve, on n'arrive pas à la comprendre, mais si elle nous parlait, elle nous dirait peut-être allez tous vous faire. Et ce serait pas impossible d'ailleurs qu'elle veuille pas de nous. Vous savez pourquoi ? Parce que sur toutes les sondes qu'on a envoyées, vous en avez la moitié qui ont échoué. Vous vous rendez compte, sur 50 missions qu'on a envoyées, il y en a que 22 qui ont réussi. Non mais c'est ouf quand même d'avoir autant de missions qui ont foiré, soit au décollage, soit à l'atterrissage là-bas, ou l'entrée dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit que Mars, c'est une planète qui a la poisse. La principale information qu'il faut retenir sur Mars, c'est que son atmosphère est beaucoup moins dense, beaucoup plus fine que celle de la Terre. Alors si vous n'arrivez pas à vous représenter la densité d'une atmosphère, vous savez, on voit ça souvent dans des films ou dans des documentaires. Bon, je prends complètement au hasard Star Wars épisode 3. Vous savez, quand au début Anakin et Obi-Wan ils doivent se poser sur la planète coruscante avec leur vaisseau déglingué, là on voit que l'atmosphère les freine et brûle la carlingue du vaisseau. On voit ça aussi très bien à la fin du film Gravity, hein, très bon film Gravity, mais beaucoup moins réaliste que Star Wars. Hein. S'ils avaient dû atterrir sur Mars, l'atmosphère les aurait pas freinés du tout, ils seraient rentrés comme ça à balle comme des connards, ils auraient dû simplement compter sur leur talon de pilote pour pas se scratcher la gueule. Et d'ailleurs ils y arrivent plus ou moins bien, hein, mais bon, ils ont juste défoncé la tour de contrôle. Mais bon, elle était vieille, il fallait la refaire. Quelque part, ils ont aidé. Hein. Alors parlons un petit peu de son atmosphère, à notre belle planète Mars. On est à peu près sûr que dans le passé, elle avait un climat chaud et humide. On pense même qu'il y a pu y avoir de la vie sur Mars. Mais l'atmosphère s'est au fur et à mesure transformée et a même disparu. Et l'effet de serre qui aurait servi à retenir la chaleur, comme chez nous, n'a pas fonctionné en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un côté, on a Vénus plus proche du Soleil avec une atmosphère, enfin un effet de serre qui a explosé, une atmosphère ultra épaisse, 450 degrés à la surface. De l'autre côté, on a Mars avec une atmosphère extrêmement fine qui retient pas la chaleur, et en plein milieu, on a nous justement qui sommes un peu entre les deux. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier toutes les planètes comme ça du système solaire pour comprendre comment elles fonctionnent. Ça s'appelle la planétologie comparée, je crois.
Enfin, je sais plus, enfin, on va dire que c'est ça. Et du coup, le fait que l'atmosphère soit très fine, bah, d'un autre côté, ça nous a permis de pouvoir cartographier assez facilement 100% de la surface. Et c'est grâce aux différentes sondes qui sont en orbite autour de la planète, comme aux robots qui sont aussi à la surface, qu'on a pu découvrir que sur Mars, bah, y a des montagnes, il y a des collines, des vallées, des canyons, des volcans, des cratères, des parkings, des terrains de pétanque. On a vu aussi pas mal d'endroits où on est quasiment sûr à 100% qu'il y avait de l'eau avant. Vous avez des espèces de traces de rivières ou de fleuves. Ça s'écoule comme une rivière. Et donc quand on voit tout ça, bah, on se dit que Mars ressemble pas mal à la Terre en fait. Est-ce que vous savez par exemple que sur Mars, je sais pas pourquoi je tends la main comme ça, elle possède un canyon de 7 km de profondeur et 4000 km de long. Il y a une extrémité qui est en plein jour alors que l'autre elle est déjà dans la nuit. En comparaison, excusez-moi, mais notre Grand Canyon avec son pauvre kilomètre de profondeur et ses 450 km de long, c'est de la piste de chat. Il y a aussi sur Mars la montagne la plus haute du système solaire. Elle s'appelle le mont Olympus. Enfin, elle s'appelle comme ça, c'est nous on l'a appelé comme ça, je veux dire, si ça se trouve il y a des extraterrestres sur Pluton, ils l'ont appelé complètement différemment. Ça se trouve ils ont pu l'appeler le mont Olympus. Et donc à votre avis, elle va jusqu'à combien de mètres cette montagne? Dites un chiffre. 4. 4? Non, 1000. Non, c'est beaucoup plus que ça. Elle fait 22 km de haut. C'est-à-dire que nous, sur Terre, le plus haut qu'on a, c'est le mont Everest. Il est à 8800 mètres et quelques. Et là, elle a fait 22 km de haut. Donc là, encore une fois, Mars a nommé la pilule. Parlons un peu de température maintenant. Sur Mars, il fait froid, très froid. Beaucoup plus froid que chez nous. C'est-à-dire qu'au maximum, à l'équateur, en plein été, quand c'est la canicule et qu'il fait bien chaud sa mère, on peut facilement atteindre les 0 degrés. Bon, on fait pas encore un barbac, mais on n'est pas loin. Il y a même des calculs qui montrent qu'il peut faire jusqu'à 20 degrés dans certaines régions et à certains moments, donc franchement, 20 degrés, c'est largement acceptable pour aller vivre sur place. Non, parce que moi, je vois là d'où je viens, en Normandie, plus exactement à Dieppe, comme notre bon vieux Thomas Pesquet. Il vient d'exactement de la même ville que moi, hein, c'est ouf. Il a même fait une photo de Dieppe depuis l'ISS, c'est assez balèze. Quand je pense qu'on était dans le même lycée, bon, on a pas eu le même parcours après, quoi. C'est-à-dire que quand lui, il étudiait la mécanique des fluides en russe, bon, moi, je venais de la Poiscaille à la foire Oran. Et donc, nous, bah, à Dieppe, les 20 degrés, on les atteint pas, hein. Je veux dire, on a dû avoir une fois 8 en 75, mais la moyenne, c'est plutôt 7-8, quoi. En dessous de 0. Non, je rigole, bien sûr, Dieppe, ça défonce, j'adore cette ville, elle est à visiter, et en plus, c'est moins loin que Mars. En tout cas, sur Mars, on est en moyenne aux alentours de moins 40, moins 60, on peut même aller jusqu'à moins 100, moins 120 au pôle, et ça, c'est donc à cause de son atmosphère, qui est très fine, encore une fois, et qui ne retient pas la chaleur. Alors bon, évidemment, c'est froid, hein. C'est clair que moins 40, moins 60, on n'y va pas en t-shirt. Mais en même temps, c'est une température qu'on connaît un peu sur Terre, et on sait très bien vivre par moins 40. On a les techniques pour le faire, pour construire des maisons, pour s'isoler de ce froid. Bon, ça fait chier, c'est clair, je veux dire, vivre par moins 40, quelque part, c'est de la merde. Il y a qu'à voir la gueule de ceux qui le font. Non, je rigole, bon, en tout cas, on sait le faire. Donc, si on peut le faire chez nous, pourquoi on pourrait pas le faire sur Mars? Bon, évidemment, la température, c'est pas le seul problème, hein. Une atmosphère fine, ça veut dire aussi moins de protection contre les radiations solaires. Donc, si vous voulez aller vous installer là-bas, vous gagnez une chimio gratuite à vie, c'est bien. Il y a un autre problème aussi sur lequel il va falloir un peu réfléchir, c'est que sur Mars, il n'y a pas d'oxygène. Donc comment on fait? À un moment donné, il va falloir aussi se pencher un peu là-dessus. L'atmosphère de Mars, elle est principalement constituée de gaz carbonique, donc de CO2, 95%. Chez nous, on en a moins d'1%, hein, donc là, encore une fois, c'est un peu les extrêmes. Je suis sûr que c'est encore un subterfuge de Mars pour pas qu'on y aille. Ouais, c'est une manière de voir les choses, oui. Après, vous avez un très bon documentaire qui explique un petit peu comment on pourrait propager, enfin libérer de l'oxygène à la surface. Ça s'appelle Total Recall, c'est avec Schwarzy, hein, c'est super intéressant, hein, franchement, on s'y croirait. Oui, mais franchement, ça a l'air vrai. Ah sérieux, non mais c'est super vrai, quoi, je veux dire, il y a aucun effet spéciaux, ils sont allés sur place pour faire les images. Voyons, ne vous foutez pas de moi. Non. Il y a aussi le film Planète Rouge, dans lequel ils se rendent compte que la surface, en fait, elle est respirable, à cause d'insectes qui sont à la surface, et je sais plus ce qui se passe d'ailleurs, de toute façon c'est un film de merde. Ensuite, on continue. À quoi ressemble la surface de Mars? Aujourd'hui, on sait très bien à quoi elle ressemble, hein, parce que grâce aux différents robots qu'on a envoyés dessus, on a plein de photos. Il y a Curiosity, par exemple, qui a pris des photos comme celle-là. Alors oui, c'est super intéressant parce qu'on voit on voit surtout des cailloux, hein, en fait. Hein, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est-à-dire que si vous attendiez un truc en mode Pandora avec les fleurs qui s'allument la nuit et puis les insectes qui volent de la manière la moins logique de toute l'histoire de la nature, comment je serais dégoûté si j'avais des ailes et je devais voler comme ça. Imaginez, vous pouvez voler, mais à chaque fois vous dégueulez en même temps, quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, si vous voulez voir tout ça, faudra revenir quand la NASA aura rendu l'atmosphère respirable. En plus, c'est vraiment un projet qu'ils ont, quoi. Il y a même Elon Musk aussi qui voulait envoyer des plantes qui poussent pour justement créer une atmosphère respirable pour nous. Ouais, on est un peu du niveau de Perceval, mais bon, le mec y croit. C'est vraiment un gros con. Et si en regardant cette vidéo, vous vous dites, comme dans Starship Troopers, voulez-vous en savoir plus?
vous pouvez aller sur le site de la NASA parce que des photos de Mars, ils en ont toute une chier et vous avez énormément de choses à voir. Vous pouvez voir des photos comme celle-là, celle-là, celle-là aussi, celle-là. Non, celle-là c'est une verrue plantaire, ça n'a rien à voir. Alors comment ça se fait que Mars elle ait perdu son atmosphère? Ouais, je veux dire, c'est facile de le constater, encore faut-il pouvoir l'expliquer. En plus, comme on m'a dit dans certains commentaires que j'expliquais pas assez de trucs, que c'était trop simple et que c'était même du niveau de 3ème. Alors là les gars, attention, on va élever le niveau. L'explication que je vais vous donner, ça va être au moins du niveau seconde. En gros, c'est à cause du soleil. Imaginez simplement que le soleil, il projette de la chaleur, de la lumière, tout ce que vous voulez, mais il projette aussi tout un tas de particules qu'on appelle les vents solaires. Ce sont un espèce de champ magnétique qui circule à 1,5 million de km/h. Et quand ces vents solaires arrivent au niveau de Mars, ils t'arrachent l'atmosphère en mode gros bourrin. Et c'est encore pire pendant les tempêtes solaires. Les vents solaires peuvent arracher plus de 100 grammes d'atmosphère par seconde. Alors évidemment, c'est rien comme ça, mais en quelques milliards d'années, ça commence à faire. L'un des principaux intérêts de Mars, c'est qu'elle est proche, évidemment. Pourquoi on en entend parler tout le temps, la NASA, Elon Musk et tout, ils en parlent parce qu'elle est pas si loin. Je veux dire, si elle était 10 fois plus loin, on en parlerait beaucoup moins parce que ce serait beaucoup plus compliqué d'y aller. Et donc le fait que Mars ne soit pas si loin, à seulement 4,3 minutes-lumière, permet de penser qu'on pourrait peut-être arriver à y aller un jour. Et c'est là que j'attire votre attention sur le un jour. Comprenez, pas demain, hein, c'est-à-dire même pas dans 10 ans, et vraisemblablement, si on est un peu réaliste, certainement pas dans 20 ans non plus. Attendez, il faut quand même bien se rendre à l'évidence que pour l'instant, aller sur Mars est techniquement impossible. Je veux dire, il y a des problèmes pour lesquels on n'a pas encore la solution. À commencer par les gros problèmes de santé qui se développeraient chez les gens qui iraient. Nous, sur Terre, on est protégé des radiations du Soleil par l'atmosphère, mais dans l'espace et sur Mars, ce sera pas le cas. Au-delà de l'orbite basse de la Terre, dès qu'on sort vraiment de l'atmosphère, on est exposé à ces radiations, alors bon, on n'en connaît pas encore vraiment tous les effets que ça produirait, mais les scientifiques s'accordent à dire que les astronautes qui seraient exposés à ces radiations, leur espérance de vie, elle excède pas plusieurs mois. Et en plus, depuis qu'on a des copains là, dans l'ISS qui passent de quelques jours à plusieurs mois pour aller jouer avec la nourriture en apesanteur ou réparer les chiottes, on arrive à peu près à comprendre vraiment les effets que ça a sur le corps et la santé. Vous avez des problèmes de sommeil, de perte d'appétit, une réduction de la masse musculaire, un système immunitaire qui s'affaiblit. Il y a la vue qu'on prend un coup aussi, en clair, vous devenez complètement miro. Si vous continuez vraiment, au bout d'un moment, vous allez devenir comme lui, et quand vous irez au chiottes, ça donnera ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse tant que ça de savoir comment on fait ça dans l'espace en apesanteur, eh bien vous avez la merveilleuse BD Dans la combi de Thomas Pesquet qui raconte ça très très bien, de manière très humoristique, mais aussi bien sûr de manière très scientifique. C'est un petit peu le but de cette chaîne, n'est-ce pas? Enfin bon, il y a plein d'autres trucs encore, une augmentation des risques du cancer, des problèmes d'érection. En gros, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on vieillit en une vie normale sur Terre en des années et des décennies, les astronomes ils pourraient avoir ça en seulement quelques semaines. Et là encore, on parle juste de l'humain, enfin, juste de l'humain, c'est le plus important. Mais qu'est-ce qu'il en est aussi du matos? Le matériel s'use très très vite dans l'espace. Et une mission martienne, ça durerait à peu près 3 ans. Chaque fois, on table sur 3 ans, le temps d'y aller, de rester et de revenir. Le temps que les planètes s'alignent et tout, parce qu'on part pas n'importe quand. On regarde un petit peu aussi au niveau des rotations des planètes, il faut qu'elles se rapprochent pour y aller, ce serait plus court. En général, on table sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans, vous aurez aucun ravitaillement. Il faudra donc prévoir beaucoup de pièces de rechange. Et ça augmente la masse du vaisseau. Donc, simplement au décollage, c'est déjà aussi plus compliqué. Sans compter même que les pièces de rechange qu'on prend, elles aussi, elles sont sujettes à des radiations, et même ça peut les endommager. Rendez-vous compte que sur l'ISS, elle vole depuis à peu près 40 ans, et elle est ravitaillée en permanence. Je veux dire, il y a des pièces qui viennent sans arrêt, et puis de toute façon, même vous avez quelqu'un qui tombe malade, techniquement, il peut être rapatrié sur Terre en quelques heures. Mais sur une mission martienne, ce sera pas du tout le cas. Si quelqu'un tombe malade, et ça arrivera, je veux dire, avec les radiations que vous allez vous choper, ça arrivera. Et vous pouvez pas le rapatrier, le mec. Alors vous allez me dire, prenez un médecin à bord. Arrêtez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. Ouais, si c'est lui qui chope un cancer, tu fais comment? Je suis désolé, ça marche pas. Donc c'est pour ça que quand Elon Musk il dit qu'on y sera dans 10 ou 15 ans, c'est certainement plus pour l'instant un coup de pub qu'autre chose. Mais cela dit, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est mortel d'avoir des mecs comme ça, qui ont des putains de projets, qui te shootent un coup là dans tous les mecs qui sont simplement dans leur bureau en train de dire bon, comment est-ce qu'on va faire? Non, lui il arrive, il dit moi je le fais les mecs. En plus, vraiment, c'est pas un bouffon, sa Falcon Heavy là, elle est vraiment classe. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit Ça a l'air d'être un avion. Mais ça n'a pas d'aile. Alors vous savez que la plupart des planètes du système solaire, putain les chiants à dire cette phrase, ont plusieurs satellites, et nous on en a qu'un seul, bon, sauf Mercure et Vénus, qui n'en ont pas. Mars elle en a 2, Phobos et Deimos. Leur nom vient en fait des 2 fils jumeaux d'Arès, et Arès c'est qui? C'est le dieu de la guerre grec, c'est-à-dire Mars, dieu de la guerre romain, Arès son compère, son alter ego Oh puis merde. Il y a une anecdote marrante à savoir sur ces 2 satellites, c'est que on savait plus ou moins qu'ils existaient avant même de les découvrir. Ils ont été découverts officiellement en 1877, c'est-à-dire exactement 100 ans avant la sortie du premier Star Wars. Coïncidence?
Je ne pense pas. Mais en fait, plus de 200 ans avant, on avait déjà prédit leur existence. En fait, quand Galilée a découvert les 4 plus gros satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, c'était en 1610, je crois. Et vous avez un autre gars, il s'appelait Johann Kepler. Alors lui, c'est pareil, lui c'est pas un bouffon. Hein. C'est-à-dire, vous tapez les lois de Kepler dans Google, vous allez voir qu'il y a du niveau. Bah le mec s'est dit, tiens, Jupiter a 4 satellites, nous on en a un, et au milieu, entre les deux, il y a Mars. Bah la suite logique, ce serait 2. Donc 1, 2, 4. Bah voilà, bon le mec il a pas cherché plus loin au niveau argument, mais n'empêche il avait raison le bougre. En tout cas voilà, pas grand chose à dire de plus sur ces deux gros bouts de cailloux. Vous en avez un qui s'éloigne et l'autre qui se rapproche, contrairement à ce que je dis dans une de mes anciennes vidéos où je disais que les deux se rapprochent, je me suis gouré, là effectivement, il y en a un qui s'éloigne, l'autre qui se rapproche, mais à coup pas. Un petit mot sur les différentes sondes. Bon, il y en a eu tellement que franchement ça sert à rien que je vous les dise toutes, de toute façon vous n'allez jamais les retenir, puis vous aurez raison, ça vous servira à rien dans les soirées. Retenez simplement bien évidemment l'actuelle, la plus grosse peut-être, c'est Curiosity, hein, le robot qui a été envoyé en 2012 et qui fonctionne encore bien sûr. Il nous a envoyé gavé de photos, hein, certainement les plus belles. Il a fait récemment, même en janvier dernier, il a fait un super selfie. Sa mission à lui, c'est de rechercher si un environnement favorable à l'apparition de la vie a pu exister un jour. Pour l'instant, il a surtout trouvé des cailloux, donc il faut encore qu'il cherche. Un peu avant lui, en 2004, il y avait eu Spirit et Opportunity, qui étaient deux robots jumeaux. Opportunity d'ailleurs qui continue de fonctionner, hein, 14 ans après son envoi. Imaginez-vous qu'il a fait jusqu'à 45 km. C'est dingue de se dire qu'au départ, la mission, elle devait durer que 3 mois, quoi. 3 mois. 3 mois. Alors après c'est pareil, il y a eu donc plein d'autres missions, mais ça prendra le diplôme de toutes les nommer. Retenez simplement peut-être les sondes Viking 1 et 2 qui avaient été envoyées par les États-Unis. C'était en 75. Ça avait bien marché hein, pour le coup, ils avaient envoyé plein d'informations. Et puis une des premières, donc en 71, là carrément, une des premières importantes, c'était Mariner 9 aussi, qui avait certainement vu des trucs aussi, je sais plus, j'étais pas là. Donc. Et d'ailleurs on va arrêter là, l'épisode est déjà assez long comme ça, je pense que si vous êtes encore là, c'est vraiment cool. Soit vous aimez l'astronomie et ça défonce, soit vous aimez plutôt les vidéos telles que je les fais, et ça défonce aussi, merci pour ça. Je ne peux absolument pas terminer cette vidéo sans dire un petit peu un mot de ce qui s'est passé pour moi sur la chaîne. Vous connaissez certainement bien sûr la chaîne YouTube Doc7, j'imagine qu'une grande partie des gens qui me regardent sont là grâce à lui. Eh bien William, si tu me regardes mec, je t'adresse un immense merci. Vraiment mon gros, bah, ça me va droit au cœur ce que tu as fait, et je ne peux que te remercier. Et d'ailleurs, je m'adresse aussi à ceux qui peut-être le connaissent pas, Doc7, j'ai pas grand chose à t'apporter mon gros, t'en as 1,5 million d'abonnés, mais en tout cas pour ceux qui le connaissent pas, allez le voir parce que vous apprendrez énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations et de culture générale que vous apprendrez en regardant ces vidéos qui sont bien sûr très bien foutues. Je sais que il y a pu y avoir dans les épisodes d'avant quelques petites inexactitudes, quelques petites coquilles à droite à gauche. À partir de maintenant, je sais qu'il va falloir peut-être un petit peu plus élever le niveau, parce que c'est vrai que je me disais que finalement l'important c'est pas tellement que ce soit vrai, c'est surtout que les gens y croient. Un petit peu ce que disait Jésus. Allez, c'est bon, j'arrête là. Merci beaucoup. Le pouce, le partage, le commentaire, l'abonnement. Je vous remercie à mort. Merci Doc7. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.